Et nous partons maintenant, comme promis, dans les Pays de la Loire pour découvrir Saumur. Alors c'est une ville qui compte 27 000 habitants. Saumur a été en partie construite dans la roche et abrite, on va les visiter d'ailleurs, 1200 km de galeries souterraines. Nous découvrirons aussi le Cadre Noir, cette célèbre école d'équitation fondée en 1825. Entrons donc tout de suite dans la cité qui est ancrée dans une histoire très ancienne, dont il reste d'ailleurs certains vestiges, ruelles étroites, maisons en pierre de tuffeau, patrimoine traditionnel. Une balade signée Catherine Combe, Christian Barthès et Thierry Marquez. Pas une journée à Saumur sans que ne s'élève des ruelles la voix d'un guide. On arrive maintenant dans le cœur de la ville. Il faut dire que Saumur est lourdement chargé d'histoire. Une histoire liée notamment au roi Henri de Navarre et au protestantisme. Vers la fin des guerres de religion, le roi de France Henri III concède Saumur comme place de sûreté au parti protestant. Au hasard de la balade, des noms de rues parfois mystérieux comme la rue des Pâtes-Nautriers, en fait des fabricants de chapelets. La présence des hommes à Saumur remonte à très très loin, 4000 ans avant notre ère. Et pour en voir les traces, il faut passer par ce bistrot. Bonjour madame. Bienvenue, je vais vous montrer un endroit particulier à Saumur, secret et magnifique. En effet, dans un petit jardin, un grand dolmen. C'est le plus grand de France, le plus grand d'Europe et sans doute un des plus grands du monde. À Saumur, le visiteur n'est jamais au bout de ses surprises. Ici, par exemple, attenant à l'évêché, un endroit singulier. Nous sommes dans un cercle de boules de fort, jeu typique du Maine-et-Loire. Les origines en sont mal connues. Deux hypothèses. Les mariniers qui jouaient dans les cales des bateaux, mais également les bannières qui ont été chargés de la construction de la levée de la Loire et qui jouaient dans le fond de leur rigole avec des moyeux de charrette. Contrairement à la pétanque, la boule doit rouler afin de ne pas abîmer le sol. Un jeu difficile qui exige beaucoup d'adresse. C'est un jeu qui s'apprend. On ne peut pas naître comme ça, d'une manière innée, avec la science de la boule de fort. Donc il y a des gens dans toutes les sociétés qui ont derrière eux 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de boule de fort et qui sont toujours présents pour enseigner aux plus jeunes. Un jeu, mais aussi une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle des clubs anglais. Il y a beaucoup d'entente, beaucoup de convivialité, beaucoup d'entraide. On peut même dire qu'il y a aussi des contrats qui se signent ici. Hein, les artisans savent où aller pour trouver des chantiers. Ils viennent ici, ils discutent, ils boivent un coup et les contrats se signent sur le coin de la table. Des contrats, cette distillerie en signe de nombreux, depuis 1834 précisément. De ces alambics sort de l'absinthe, aujourd'hui autorisée. Sous l'armature construite par les ingénieurs de M. Eiffel, cuves et serpentins chauffent tous les jours. On a vraiment gardé le savoir-faire, les techniques, les mêmes alambics que ceux du 19e. L'entreprise fait également des sirops, plus de 40 parfums différents. Plus loin, autre lieu, ancré dans la pierre et la tradition, les caves Bouvet-la-Dubé, spécialisées dans le pétillant de Loire, en face de l'établissement, un endroit surprenant. Alors ici, on est dans le petit théâtre de Bouvet-la-Dubé. Des verres, des bouteilles, des sculptures de Bacchus, des tonneaux. C'est un homme du vin qui a construit ce théâtre pour son personnel. Étienne Bouvet, d'ailleurs, sa statue est là-bas, et il veille au grain. Par la suite, il a créé la troupe de Bouvet-la-Dubé où les employés devenaient eux-mêmes les acteurs. Des employés qui travaillaient et travaillent encore dans ces kilomètres de caves creusés dans la roche. Ici dorment de grands vins, séquence dégustation. Oh là là. Il y a ici un terrain propice à faire un vin qui va faire des bulles parce qu'il pousse sur du tuffeau et que les racines vont très très profond dans le tuffeau. La situation géographique de Saumur en fait également un endroit unique. On est entre deux villes énervées qui sont Tours et Angers. Et nous, à Saumur, on est plus au calme, mais on est très touristique. On a le temps de parler de la Loire et des petits poissons qui sont dedans. Une Loire omniprésente, sur laquelle glissent de typiques embarcations, les tout cabanés. Idéal pour les pique-niques entre copains. Salut Gérard, comment tu vas? Voilà la charcuterie. Bon. Oh bah dis donc, c'est quoi qui pend là? Ah, c'est une patte. Tu m'en fais peur.
À Saumur, chaque instant est propice à célébrer le mariage de l'eau et du vin. Oh, mais j'ai mon truc, moi je fais. Tu as la recette dans la tête. Ouais, un peu de la Loire coule dans mes veines. Maintenant, notre Loire, c'est une vieille dame. Ben, on peut bien rêver de quelque chose. C'est que la Loire, elle redevienne belle avant qu'on meure. Parce que nos petits-enfants, ils auront besoin d'elle. Pour l'admirer comme leur grand-père. Et pourquoi pas la trouver belle. Alors avant de découvrir les maisons troglodytes qui sont aussi une caractéristique de la région, un coup d'œil sur la presse régionale et quotidienne. Ouest France consacre ce matin sa une notamment à la rencontre historique qui a eu lieu hier entre les deux papes. Et puis le Courrier de l'Ouest attire l'attention ce matin sur les patronymes les plus courants dans le Maine-et-Loire, les Martins. Les voilà, les deux unes. Alors ces maisons troglodytes sont une particularité de la région saumuroise. Elles constituent un patrimoine original qui fut laissé longtemps à l'abandon et qui aujourd'hui est entretenu et préservé comme un véritable atout touristique. Christine Chapelle, Laetitia Pongy et Florian Brettez nous font découvrir cet étrange mode de vie. Ceux qui ont un jour longé les bords de la Loire en voiture ont sans doute remarqué ces fenêtres dans la roche. Des agglomérats bizarres de pierres taillées et de cavernes. Des gens vivent-ils vraiment là-dedans? Nous devions nous en assurer. Bienvenue au Troglo. Dominique Chartier est saumurois d'origine. Enfant, il a joué dans ces cavernes abandonnées que les habitants appellent familièrement Troglo. Aujourd'hui propriétaire de sa propre caverne, il adore faire découvrir son antre aux visiteurs de passage. Coup de chance pour nous, car cela ne se voit pas de l'extérieur, mais un Troglo, c'est grand. Cette immense salle, en fait, c'était l'ancienne carrière d'extraction de pierre. Donc nous avons 8 mètres de hauteur sous la voûte. Quand j'ai vu la première fois un Troglo, j'étais émerveillée, carrément émerveillée, mais émerveillée par la grandeur et le calme qui régnait. L'habitation troglodytique était une maison bioclimatique bien avant que le terme soit à la mode. À l'intérieur de la caverne, la température est constante été comme hiver. Pour Dominique, vivre en Troglo n'est pas plus contraignant que de vivre dans une maison traditionnelle. Il faut juste être attentif à d'autres paramètres. Il faut bien ventiler un Troglo, ça c'est une règle essentielle. Aujourd'hui, on peut même travailler sur le taux d'humidité puisque nous avons des appareils à notre disposition, les déshumidificateurs. Il faut gérer attentivement le taux d'hygrométrie dans les caves, effectivement. Il faut être vigilant quant aux pierres. On fait appel au service des géologues pour s'assurer que la roche est en bon état. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de vivre confortablement dans la roche. Mais dans les années 50, troglodyte était un peu synonyme de quart-monde. Des gens qui n'avaient pas les moyens de se construire une maison et qui survivaient dans des cavernes sombres et humides. Beaucoup ont été abandonnés. C'est ainsi que Jackie Goulet, maire du petit village de Turcan, a dû au début des années 2000 trouver une solution pour l'avenir des troglos. Le plan de prévention des risques Coteau nous amenait à dire que ce lieu était particulièrement fragile. Donc il nous fallait le consolider ou fermer la rue. Donc consolider sans faire une activité économique à l'intérieur, ça n'avait pas de sens, compte tenu des coûts. Et donc on a décidé, grâce à une artiste qui était dans le village, qui était en Troglo, d'essayer de partir sur cette idée. 4 ans après son ouverture, le village des métiers d'art est un succès qui a fait de Turcan une étape touristique essentielle de la vallée de la Loire. 50 000 visiteurs par an viennent découvrir les ateliers de céramique ou de taille de la pierre et boire un verre au bistrot Glo. Une aubaine économique qui a revitalisé le village de 500 habitants. 13 artisans d'art, plus 2 restaurants, un hôtel, une épicerie, des chambres d'hôtes. C'est aujourd'hui une activité économique de plus d'une quarantaine d'emplois. Un autre lieu troglodyte attire les touristes, le château de Brézé. En passant l'ancien pont-levis, beaucoup de touristes admirent les douves et imaginent qu'autrefois ici il y avait de l'eau. Pas du tout. Brézé est typiquement ce qu'on appelle un troglo de plaine, c'est-à-dire qu'au lieu de forer à l'horizontale dans le coteau, les bâtisseurs ont creusé à la verticale. Maintenant, on va descendre dans les souterrains, si vous voulez me suivre. À 18 mètres sous terre, on trouve la boulangerie, la magnanerie où se faisait l'élevage du ver à soie ou encore le pressoir. Les cavernes servaient également à se cacher en cas d'invasion. Par la suite, les seigneurs de Brézé ont construit en surface, mais ont gardé la partie souterraine en activité jusqu'au XXe siècle. C'est un château sous un château, puisqu'on a une partie souterraine avec des habitations qui, je dirais, par l'extraction de la pierre, ont permis de pouvoir faire vivre à peu près 400 personnes sous terre.
Pourquoi autant de troglodytes dans cette région? Tout simplement parce que pendant des siècles ici, on a creusé pour obtenir le tuffeau. Cette roche calcaire aux reflets marbrés a servi à la construction de toutes les maisons, monastères et châteaux de la vallée de la Loire. Des cavernes obtenues après cette extraction, on a fait des caves, des champignonnières et des habitations. Car le tuffeau est une roche tendre, donc malléable. Lorsqu'elle a fait l'acquisition de sa demeure rupestre pour la transformer en gîte, Isabelle a elle-même creusé ses propres galeries. Quand j'ai acheté ici, les pièces étaient non communicantes. On était obligé de passer à l'extérieur pour accéder d'une pièce à l'autre. Donc, avec des copains le soir, le samedi soir, souvent, en faisant la fête, on creusait les couloirs. On a fait ça à la main, voilà, avec des pelles, des pioches et des marteaux. Isabelle a passé toute son enfance dans une maison troglodyte. Elle revendique son statut de femme des cavernes et n'a de cesse de transmettre sa passion. Mon fils, quand il était petit, il me voyait tellement creuser partout à faire les galeries que lui aussi, il faisait des petites niches pour mettre son nounours, sa voiture. Comme elle le dit elle-même, troglo mais pas clodo. Dans son gîte, Isabelle a installé des planchers chauffants et Internet. Tout le confort moderne qui lui permet d'accueillir toute l'année des visiteurs ravis. Mais sa vraie réussite, c'est d'avoir changé les mentalités dans sa propre région. Les gens de la région me disent « Ah oui, les troglos, ça peut être vraiment sympa comme ça ». Et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis au moins c'est un patrimoine qui nous appartient à tous. Et quand ils viennent ici, qu'ils me disent ah, on pensait pas que ça pouvait être aussi sympa, là je suis très contente. Grâce au travail de nombreux passionnés et d'associations, l'habitation troglodytique a perdu son statut de grotte insalubre pour celui d'habitation tendance et de patrimoine à préserver. Pas de doute, les hommes des cavernes ont bien changé depuis Cro-Magnon. Enfin, difficile de parler de Saumur sans évoquer le Cadre Noir. C'est l'école d'équitation française la plus prestigieuse, inscrite aujourd'hui d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une institution très célèbre créée en 1825. Christine Chapelle, Laetitia Pongy et Florian Bretet ont assisté à l'entraînement des cavaliers et des chevaux. Si le mythe du centaure existe, c'est à Saumur que vous le trouverez. Au Cadre Noir, le cheval et son cavalier ne font plus qu'un. Saumur, c'est la ville où le cheval est roi. Dès les premières lueurs de l'aube, les palefreniers s'affairent aux écuries. Nettoyage, nourriture et pansage, le cheval est l'objet de tous leurs soins. En passant les différents instruments, ça lui fait un massage musculaire, ce qui l'échauffe. Et également, ça permet aux soigneurs vraiment de passer partout. On le brosse et en même temps, on a toujours une main qui suit un peu la brosse. S'il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on touche. Donc c'est vraiment un moment privilégié où on a le temps de parcourir tout le cheval. Épiromane, c'est son nom, semble approuver son soigneur. Comme lui, près de 420 pur sang sont pensionnaires de ces écuries 5 étoiles. Le Cadre Noir de Saumur, c'est avant tout une école. C'est ici que l'on forme l'élite du monitorat équestre. Les 43 écuyers enseignent les métiers de l'équitation, forment les instructeurs, mais aussi entraînent les champions de demain. Mais garde le contact et avance. Extra. Carmelo a 17 ans. Il a été sélectionné pour faire partie du pôle France d'équitation, spécialité saut d'obstacle. Dans sa tête, il y a des rêves de médaille olympique, mais pour cela, il faut travailler encore et encore. Plus d'amplitude, tu fais la même chose et tu tentes d'enlever une foulée entre chaque obstacle. François Fontaine, écuyer du Cadre Noir, est son entraîneur. Plus encore que de la technique, il enseigne à son élève la compréhension du cheval, la vraie base de l'équitation de tradition française. C'est à nous à nous adapter au cheval et à trouver les solutions pour communiquer le mieux possible avec lui. Et comment on communique avec son cheval? Par des jambes, par les mains, par l'assiette, par la voix, enfin il y a plein de codes. Carmelo est pour un an minimum élève du Cadre Noir, mais le peut-être futur médaillé olympique entend bien rester à Saumur plus longtemps. Mon rêve, ça serait de faire les épreuves, les plus grosses épreuves, quoi. Mais bon, c'est un rêve, hein. C'est mon rêve, quoi. Le Cadre Noir était initialement une école militaire créée en 1825 après les guerres napoléoniennes pour reconstruire la cavalerie française décimée. Les chevaux étaient utilisés dans les
bataille pour se soustraire au combat. Une courbette où le cheval se lève dans les antérieurs lui permet d'éventuellement effrayer un ennemi devant, ou une croupade de repousser un ennemi, une cabriole pour se soustraire également. Donc ces sauts-là étaient initialement des figures que l'on pouvait demander sur les champs de bataille. Maintenant, c'est devenu un art de dresser les chevaux. Au cadre noir, l'athlète, c'est le cheval. Tout est focalisé sur lui, sur son bien-être. Les fers sont changés tous les 40 jours et 6 maréchaux ferrants sont installés à demeure pour que les destriers aient toujours le pied léger. On travaille le bien-être, on travaille aussi le look. Ce soir, c'est le gala de rentrée du cadre noir. Les équidés sont parés de leurs plus beaux atours et tressés dans les règles de l'art. On va retrousser cette queue qu'on va mettre dans ce qu'on appelle un trousse-queue. Alors c'est surtout pour éviter que pendant les mouvements, la queue elle pourrait venir éventuellement fouetter le visage du cavalier, parce que les mouvements sont assez violents. Car pour transmettre ce savoir, cette maîtrise de l'équitation à la française, les écuyers, en dehors de l'enseignement, font régulièrement des galas et des tournées. La jument va passer du galop sur le pied droit au galop sur le pied gauche. Observez les jambes, galop à gauche. Voilà, c'est le changement de pied en l'air. Comme les 3 autres grandes écoles d'équitation européennes de Lisbonne, Vienne et Rérez, le cadre noir de Saumur a le statut de conservatoire de l'art équestre. Impulsion, élégance et légèreté. Pour que soit préservée cette équitation élégante, où le cavalier semble ne pas intervenir. Magnifique, bravo! Comme si l'homme et l'animal communiquaient par la pensée. Et c'est la fin de ce Zoom sur Saumur. La semaine prochaine, nous partirons pour le Languedoc-Roussillon visiter Béziers. Dès 18h, vous n'oubliez pas 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Et je vous retrouve juste après à 20h. Bon après-midi sur TF1. À tout à l'heure.